Donc moi, je travaille à l'interface entre probabilité et combinatoire. Donc je sors un petit peu de ma communauté, donc je suis vraiment très content pour l'invitation. Et je vais vous parler donc de graphes aléatoires denses. Alors c'est un travail un peu à long terme, donc on est beaucoup, et il y a une raison pour laquelle on est beaucoup d'auteurs, donc c'est une série de papiers, je ne vais évidemment pas tout raconter. C'est qu'il y a des idées donc, de combinatoires un peu nouvelles et de probas un petit peu contemporaines, disons, qui sont utiles. Donc on travaille avec Frédéric Bassineau, qui fait la combinatoire à Paris-Nord, Mathilde Bouvel, qui est aussi en combinatoire à Nancy, Valentin Ferré, qui est probabiliste, lui, à Nancy, Michael Mazoun, qui est probabiliste, qui est à Oxford à ce moment-là, quand on a fait ses travaux, mais qui a quitté le monde académique, et Adeline Pierrot, qui est aussi en combinatoire à Orsay. Et donc moi, je suis plutôt du côté probabiliste. Alors, donc l'exposé dont je vais parler, c'est dans le champ des graphes aléatoires. Donc les graphes aléatoires, c'est quelque chose qui est très bien établi en proba, depuis les années 60 à peu près. Donc il y a eu des papiers fondateurs de Erdős et Rényi. Et la raison pour laquelle ça apparaît, c'est que c'est un modèle vraiment naturel pour des interactions entre des agents, des individus, des gènes. Donc c'est quelque chose qui est des particules, donc c'est quelque chose qui est utilisé en proba, en physique, en économie, en informatique, en sociologie. Et dans ce contexte-là, c'est quand même très souvent des graphes qu'on pourrait qualifier de creux, donc avec peu d'arêtes. Je vais donner un sens précis tout de suite à ce que ça veut dire. Et moi, mon exposé, c'est un petit peu atypique de ce point de vue-là, parce que donc, je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler des graphes aléatoires denses, donc avec beaucoup d'arêtes. Et dans ce cadre-là, c'est assez différent le genre de questions qu'on se pose, le genre de questions asymptotiques. Et donc, en fait, l'un des objectifs de l'exposé, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, dans ce contexte-là, que ça veut dire le comportement asymptotique d'un grand graphe aléatoire dense. Et puis, donc, ce qui est intéressant, ce dont on pense que c'est intéressant, je vais essayer de vous en convaincre, c'est qu'on a un modèle naturel où la limite, elle est dense, et c'est un graphe continu et qui reste aléatoire et qui a une dimension un peu fractale. OK ? Donc, avant de rentrer vraiment dans le détail, je vais commencer pour donner un peu de contexte, donc par une mini-intro qui est donc, ce que j'appelle graphe dense, graphe creux versus graphe dense. OK, donc ce qu'on a en tête, c'est qu'on a un graphe. Donc j'ai un ensemble fini de sommets, donc disons V1, V2, jusqu'à Vn. J'ai n sommets, et puis ils sont reliés par des arêtes. OK, donc moi j'ai en tête des modèles aléatoires, mais pour l'instant rien n'est aléatoire. Et en général, ce qu'on utilise, c'est plutôt ce qu'on étudie, enfin ce qui apparaît comme modèle naturel, disons, c'est des graphes donc creux. Ça veut dire que donc j'ai n sommets et j'ai typiquement un nombre linéaire d'arêtes. Donc j'ai une constante fois n arêtes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, un sommet est relié à un nombre fini, borné, constant de voisins. D'accord? Et puis, le genre de questions qu'on se pose, maintenant, si je prends un modèle aléatoire, c'est, je ne sais pas, est-ce que mon graphe est connexe, ou alors à quoi ressemblent les composantes connexes? D'accord? Qu'est-ce que je peux dire des composantes connexes? Est-ce que par exemple tout mon graphe est connexe? Est-ce que j'ai une composante connexe de taille linéaire, de taille presque n, n moins petit o de n, etc. Ou alors peut-être qu'elles sont toutes de taille, je ne sais pas, log n, n puissance alpha. Qu'est-ce que je peux dire vraiment maintenant, étudier un peu ces composantes? Donc par exemple, qu'est-ce que je peux dire du diamètre de mes composantes connexes? Ok, ça c'est une question typique. Et puis si je veux aller un peu plus en profondeur, enfin je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'un voisinage typique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je me fixe, imaginons à nouveau j'ai un modèle où tous les sommets ont le même rôle, donc je regarde le sommet V1, qu'est-ce que je peux dire du nombre de ses voisins? Qu'est-ce que je peux dire des voisins de ses voisins? Voilà, à quoi ressemble le graphe vu simplement de ce sommet? Donc son voisinage à profondeur bornée 2, 3, 4, 5. OK? Voilà, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. D'accord? Moi je vais parler de graphe dense et c'est pas du tout le même genre de questions qu'on se pose. Donc le... Ah, c'est la distance de graphe. Donc mon espace, c'est les sommets, et je mets une longueur 1 sur chaque arête. Oui, merci. Oui, c'est ça. Quand je parle de distance, pour l'instant, ce sera distance induite par le graphe. OK, donc vraiment, l'icône dans ces modèles-là, c'est Erdős-Rényi, donc dans les années 60, où chaque arête est présente indépendamment
avec proba, disons C sur n, où C c'est une constante finie, une constante fixée, pardon. Donc je suis bien dans ce cas-là. Typiquement, je vais avoir un nombre linéaire d'arêtes. Okay. Moi, je vais regarder des graphes denses, donc j'ai toujours n sommets. Par contre, je vais avoir typiquement C fois n carré arête. Alors ça, c'est le maximum, au fait, n carré, évidemment, parce que des arêtes possibles, si le graphe est complètement complet, bah, il y en a autant que des paires d'arêtes, donc il y en a 2 parmi n. Au maximum, j'ai 2 parmi n arêtes. Et bon, 2 parmi n, c'est n carré sur 2, quoi. Ok, donc c'est que ça, c'est le maximum. Et les questions qu'on va se poser, c'est plus du tout les mêmes, parce que pour le modèle dont je vais vous parler, déjà, il va être, de façon complètement triviale, il va être connexe. Donc le graphe, en fait, donc typiquement pour moi, le graphe va être connexe. Il n'y a plus de questions à se poser. Le diamètre, ça ne va pas être très intéressant, parce que le diamètre, il va être constant. Et même, vous allez voir, le diamètre pour le modèle que je vais vous raconter, il est égal à 2. Ok, donc on a l'impression que c'est plus très aléatoire. Il y a beaucoup de questions qui deviennent complètement triviales. Et le voisinage, ça n'a plus aucun sens. Tout le monde est voisin de tout le monde. Enfin, le diamètre vaut 2, donc je ne suis pas voisin de tout le monde, mais enfin, dans mon voisinage, dans ma boule de rayon 2, il y a tout le monde. Mais enfin, quand même, j'aimerais vous convaincre qu'il y a au moins un modèle naturel pour lequel il reste des choses à faire. La limite est quand même aléatoire. Donc je vais vous expliquer ce modèle, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le comportement asymptotique dans ce cas-là. Alors ça va paraître peut-être un peu étroit comme exposé, parce que je suis un petit peu obligé d'aller dans le détail du modèle, mais ce qu'on espère, et c'est un peu le projet à long terme qu'on est en train de faire, c'est que c'est quand même une classe assez universelle d'objets, et que l'objet limite, il va apparaître pour d'autres modèles. Ok. Donc mon objectif, je vais vous raconter un graphe dense aléatoire, naturel j'espère, quelle est sa limite, et vous convaincre que c'est un objet intéressant. Ok. Alors je suis désolé, je vais devoir faire un peu de théorie des graphes, enfin juste un petit peu de définition. Et donc, bon, mon modèle naturel, c'est à vous de me dire si c'est naturel. Enfin. On appelle ça l'échographe. D'accord. Donc il y a quand même une bonne raison pour laquelle le tableau, la colonne de gauche est très bien étudiée en proba, très bien connue, et pas tellement la raison, le tableau de droite, c'est que il y a quand même beaucoup moins donc, de modèles a priori intéressants qui viennent de la bio, qui viennent de la physique, qui viennent de l'informatique à droite. Et voilà, c'est juste par manque de candidats probablement qu'on ne s'est pas intéressé à ce qui passait à droite. Okay. Alors, l'échographe. Donc j'ai besoin, je suis désolé, d'un petit peu de définition. Donc j'ai besoin d'abord de deux opérateurs sur les graphes. Deux opérations, pardon, sur les graphes. Et oui, excusez-moi, quelque chose quand même qu'il faut dire un petit peu pour faire une motivation, c'est que du côté déterministe, des grands graphes denses, donc le cadre pour faire de la topologie de la convergence au sens de ces graphes denses, donc maintenant c'est ce qu'on appelle des graphons. Donc, qui sont dans un sens que je vais expliquer à la fin de l'exposé, qui est la limite dans un certain sens de ces objets-là. Et donc c'est quelque chose qui a émergé sous l'impulsion de Lovács et Szegedy dans les années 2000. Ok. Donc vous voyez que tout ça est beaucoup plus récent. Et ça, c'est dans le cadre déterministe. Du coup, c'est encore plus récent dans le cadre aléatoire. Mais c'est pas que c'est plus difficile ou je sais pas. C'est juste qu'il y avait peut-être moins de candidats naturels, quoi. Ok. Donc je reprends un tout petit peu de background sur les graphes. Donc deux opérations très simples. Imaginons que j'ai deux graphes. Voilà, très très simple, hein, celui-là. Donc G1. Un graphe, 3 sommets, 2 petites arêtes. Et puis un autre graphe, 4 sommets, 2 arêtes. Je vais vous introduire deux notations pour fabriquer des graphes plus grands à partir de G1, G2. La première chose idiote que je peux faire, c'est de faire l'union disjointe. Je vais noter ça union entourée. Je fais 2 copies de G1, G2, je ne rajoute rien. Okay. 2 copies disjointes.
de G1, G2, j'aurai besoin de cette notation, donc c'est juste l'union disjointe, et quelque chose qui est tout à fait l'opposé, que je vais appeler le join. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça. Je fais tout à fait le contraire, je fais deux copies de G1, G2, et je relie tous les sommets de G1 à tous les sommets de G2. OK ? Donc, il y a du monde, hein, voilà. OK ? Et un cographe, bah, c'est simplement un cographe, c'est simplement un graphe, bon, fini, qui peut être fabriqué à partir du graphe trivial, qui est réduit à un sommet, et en ne faisant que des opérations d'union et de join. OK ? Donc un cographe, c'est un graphe, bon, ils seront tous finis, mes graphes. Fini. Fabriqué uniquement, donc qui peut s'obtenir uniquement avec le graphe trivial réduit à un sommet, des unions et des joins. OK ? Alors, des exemples, bah, j'en ai fait un au tableau. Ah bon, j'ai effacé mes co-auteurs, bon, trop tard. Ils m'en voudront pas. Alors, un exemple. Bah, le graphe... alors, celui-là, il est compliqué à dessiner. Disons, celui-là, ça, c'est un cographe. Pourquoi ? Bah, c'est l'union disjointe de ça et de ça, et de ce graphe-là. Ce graphe, c'est l'union disjointe de celui-là et de celui-là, et chacun de ces mini-graphes à une arête, c'est le join de 2 fois le graphe trivial. Okay ? Donc ça, c'est union de plus et le même graphe à droite. Okay ? Et puis ça, c'est le join de le graphe trivial avec le graphe avec 2 sommets aucune arête. Okay ? Donc c'est facile de... Enfin, pardon. Avec cette construction, c'est facile de voir ce qu'un graphe est un cographe. Ah, il y a quand même des graphes qui ne sont pas des cographes. Alors, vous pouvez voir comme exercice que ce graphe-là n'est pas un cographe. Alors, pourquoi quand même on pourrait s'intéresser à des objets pareils? Alors là, ça dépasse un peu de mon champ de compétences, mais disons le sous-ensemble des informaticiens, des co-auteurs, vous dirait que donc il y a 2 raisons principales. Donc ils apparaissent en théorie algorithmique des graphes. Donc la raison, c'est que plein de problèmes très complexes qui ne sont pas NP dans un cadre général pour des graphes deviennent polynomiaux pour des cographes. D'accord? Parce que, je ne sais pas si c'est évident, mais comme vous avez une décomposition récursive, vous imaginez que vous avez plein de problèmes, par exemple, reconnaître si vous avez un certain isomorphisme entre 2 graphes, si ces 2 graphes ils sont écrits sous forme d'arbre avec ces opérateurs très simples, c'est infiniment plus simple que si ces graphes sont donnés que par leur matrice d'adjacence, par exemple. Voilà. Okay ? Et inversement, si vous voulez montrer qu'un problème est simple, enfin est polynomial algorithmiquement, en fait, parfois, on se retrouve à étudier des sous-cas et on se retrouve finalement en fin de chaîne à étudier ces problèmes sur l'échographe. OK ? Donc c'est pas évident, c'est pas du tout nous qui l'avons introduit l'échographe, c'est quelque chose qui apparaît de façon naturelle en théorie des graphes. OK. Et du coup, mon modèle, que j'espère naturel, c'est de prendre un cographe aléatoire uniforme de taille n. Et pourquoi est-ce qu'on peut espérer que c'est un objet un peu universel? C'est qu'en fait, derrière, ce qui se passe, vous avez cette décomposition avec des opérateurs. C'est le cas très simple de quelque chose qui s'appelle la décomposition modulaire. Tout graphe, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais tout graphe peut se décomposer de façon unique dans un certain sens avec quelque chose qui s'appelle la décomposition modulaire. Il y a des unions, il y a des joins, et puis il y a d'autres opérateurs un peu plus compliqués. Donc là, c'est vrai pour tout graphe. Et on se dit que finalement, commencer par étudier le comportement typique d'un cographe aléatoire uniforme,
C'est un premier pas et on essaie de faire les pas qui viennent juste après pour étudier un peu, au moins, beaucoup de familles de graphes. OK ? Donc ma question maintenant, c'est je vais prendre Cn, un cographe aléatoire uniforme de taille n, aléatoire de taille n. Bah, à quoi ressemble Cn? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemble un grand graphe comme ça? OK. Alors pour ça, il y a quelque chose de vraiment très agréable, enfin qu'on a assez naturellement envie de faire quand on est probabiliste en tout cas. C'est que, OK, un graphe c'est compliqué, c'est codé par une matrice d'adjacence, c'est difficile à décrire. Mais ici on a ce codage par des arbres, donc on a ce codage par ces opérateurs, donc on va transformer ça en codage par des arbres. Donc codage en arbre, d'écographe. Et ça, en fait, ça va déjà nous aider, avant même de faire des graphons et de la topologie, ça va nous aider déjà à commencer à répondre à cette question-là. Donc vous avez ces graphes qui sont codés par des opérateurs binaires, là, plus et join et union. Donc naturellement, on peut écrire ça comme un arbre. Je vais faire ça avec l'exemple de ce graphe-là. Okay, donc mon graphe préféré, je peux le coder dans un arbre, j'ai blablabla, union, blablabla, donc je vais faire un arbre binaire, où la racine, je vais mettre union, et puis mes deux sous-arbres, ça va être ce graphe-là, ce graphe-là. Donc ce graphe-là, j'ai dit, c'est join de ce graphe trivial, et puis ça, c'est l'union. Donc là, le graphe trivial, puis là, j'ai une union de 2 fois le graphe trivial, OK, et puis à droite, j'ai dit que c'était union de quoi? De plus graphe trivial, plus graphe trivial, graphe trivial. OK? Donc, ce graphe, il est, si vous voulez, il est égal, ou il est représenté par cet arbre-là. Ce qui est assez agréable pour faire de la numération et des probas. Le problème, c'est que ce codage, il n'est pas du tout unique. Bon, déjà, il y a quelque chose qui n'est pas très grave, c'est que, évidemment, join et union, ça commute. D'accord? Si vous faites G1 union G2, c'est pareil que G2 union G1. Bon, ça veut dire que mon arbre, il faut que j'identifie, quand j'ai deux sous-arbres, enfin, quand j'ai un sommet interne, il a deux sous-arbres, enfin, il a deux enfants, il faut que j'identifie les arbres dans lesquels les arbres sont égaux si, pour certains sommets internes, je peux permuter l'ordre des deux enfants. D'accord? Donc mes arbres, ils ne sont pas plongés dans le plan. Okay, ils sont plongés dans le plan, sauf que où j'identifie, il n'y a pas d'ordre sur les enfants. D'accord? Donc ça, c'est ce que les combinatoriciens appellent, pour une raison un peu bizarre, un arbre non plan. Bon, les arbres, ils sont tout le temps planaires, parce que je peux toujours évidemment les dessiner dans un plan. Mais ici, il n'y a pas de plongement, c'est à plongement près. Okay? Donc ça, c'est pas très grave, parce que compter des arbres non plans, on sait faire, c'est un peu plus pénible. Faire des probas dessus, c'est un peu plus pénible, mais on sait faire. Ce qui est assez désagréable, par contre, si on reste comme ça, c'est que, en plus d'être commutatifs, ils sont associatifs. Parce qu'évidemment, mes deux opérateurs, parce qu'évidemment, G union G' union G seconde, c'est pareil que G union G', union G seconde. Si je fais l'union de trois graphes, je peux la faire dans le sens que je veux. C'est pareil pour join. Okay? Mes deux opérateurs, ils sont associatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais mettre ici, si j'ai un graphe comme ça, un arbre comme ça, c'est égal en fait à, même regardez, un truc un peu extrême. Ce graphe-là, c'est le même, il va être codé aussi par cet arbre-là en fait. D'accord? Ça, c'est le graphe où j'ai 4 sommets qui sont tous reliés les uns aux autres. On veut éviter ça parce qu'on veut les encoder de façon unique. Donc finalement, il y a quand même une façon de faire, c'est qu'on va fusionner tous les sommets internes qui sont voisins les uns des autres, tous les sommets internes donc tous les joins et tous les sommets internes qui ont des unions, qui sont voisins les uns des autres. Ok, je fais ça au maximum. Le mieux, c'est de le faire sur mon dessin. Là, je peux fusionner parce que, vous voyez, là, j'ai deux
unions qui sont voisines les unes des autres, ça vient du fait, et le problème c'est que c'est associatif, d'accord? En fait là j'avais enchaîné deux unions. Ok? Donc je suis désolé, c'était la partie théorie des graphes. Après on va faire des choses un peu plus intéressantes, enfin, un peu moins radé pâquerette. Ok, donc je peux fusionner au maximum, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ce sommet il va avoir trois enfants, ce sous-arbre, celui-là et celui-là. Ok? Ok, et donc maintenant cet arbre, une fois que j'ai tout fusionné et que je le regarde à nouveau sans plongement, hein, donc j'ai le droit de changer l'ordre des enfants à chaque fois, ça me donne un codage unique d'échographe. Donc ça, je vais quand même résumer ça. Ok, et ça permet de faire des probas, ça permet de faire de l'énumération, et ça permet d'essayer de comprendre un peu à quoi ressemble la limite. Et puis bon, si on est un peu habitué aux problèmes d'échelle, de limite d'échelle d'arbres, on se devine qu'il y a peut-être des arbres browniens derrière, mais ça viendra plus tard. Alors, un théorème donc, qui est probablement folklore, hein, je ne pense pas qu'on puisse l'attribuer à quelqu'un, c'est qu'il y a une bijection entre l'échographe de taille n, donc à n sommets, et donc les arbres non plans Alors, vous voyez, ce qui correspondait au sommet de mon graphe, c'est les feuilles dans mon arbre. Donc, à n feuilles. Telles que alors, la première chose, c'est que mes sommets internes, ils sont décorés donc, avec ces opérateurs, là, union et join. Donc, sommet interne décoré avec soit union, soit join. On n'a jamais deux plus ou deux unions qui sont voisins les uns des autres. D'accord? Donc un plus, respectivement un union, n'a jamais un plus comme fils. On n'a jamais un plus, resp un union, comme fils. Et puis dernière contrainte, on était parti d'un arbre binaire, on n'a fait que des fusions, donc on a pu augmenter les degrés. Par contre, on n'a jamais un sommet interne qui a un seul enfant. Okay, on a toujours au moins deux. Donc je vais noter ça très vite. Degré sortant de chaque sommet, c'est supérieur ou égal à 2. OK? Donc à nouveau, je suis en train de regarder un objet. Ça peut paraître un problème extrêmement étroit d'étudier cet objet-là. L'idée derrière, c'est qu'on espère qu'il y a cette décomposition modulaire qui est plus générale, qui permet aussi de coder par des arbres avec plus de contraintes, et qui laisse à penser que notre théorème limite est quand même un peu universel. D'accord? Voilà, mais pour être plus précis, pas parler trop dans le vague, je voulais vraiment décrire de façon très très précise le modèle. OK. Ça permet déjà de faire plein de choses. La première chose, c'est que, donc je vous rappelle, j'ai Cn, c'est un cographe uniforme de taille n. Alors, déjà, ça permet de compter, et ça, on en a besoin pour les preuves, parce que du coup, compter les arbres qui vérifient ça, on sait faire. On a des équations de récurrence, du coup, sur les séries génératrices de ces arbres-là. Donc, on a un équivalent, par exemple, très précis du nombre de cographes de taille n. Okay. Maintenant, d'un point de vue probabiliste. Déjà, ça vous donne très facilement que, pour tout n, en fait, Cn, il est connexe
avec proba 1,5. Parce qu'en fait, comme ce codage il est bijectif, là, un cographe, c'est exactement un arbre qui vérifie tac, tac, tac. Mais en fait, ces arbres-là, bah, il y en a la moitié où la racine, c'est un plus. Parce qu'il y a une involution qui vous prend un arbre, qui change toutes les décorations de tous les sommets internes, tous les plus en join, tous les joins en plus. D'accord ? Donc la moitié des arbres qui sont là, ils ont un plus à la racine. OK ? Mais du coup, un graphe qui est codé par un arbre comme ça, il est connexe parce que tous les sommets qui sont ici, ils sont reliés à... Alors, ils ne sont pas reliés à ce sous-arbre-là, mais ils sont reliés à tous les sommets de ce sous-arbre, ce sous-arbre, ce sous-arbre. Et ensuite, tous les sommets de ce sous-arbre sont reliés. Donc, ils sont reliés à tout le monde, là, par une arête directe. Okay ? Et tous les sommets qui sont ici, ils sont aussi reliés par une arête directe à tous les sommets de ce truc-là. Donc, en fait, si j'ai un plus à la racine, mon graphe, il est connexe et il les rend très, très, très connexes. OK ? Et même dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le diamètre de Cn, c'est égal à 2, à cause du petit raisonnement que je viens de faire là. Okay ? Et puis si jamais donc vous avez 50% de chance que votre racine ce soit une union, à ce moment-là, vous avez un certain nombre de composantes connexes qui sont toutes de diamètre 2. Okay ? Donc là, on craint quelque chose, enfin si on est probabiliste, on craint quelque chose, c'est que l'objet limite soit un peu trivial, soit déterministe et très très simple. Et en fait, c'est quand même pas le cas. Bon, je laisse ce dessin. OK, donc j'ai le... Qu'est-ce qu'on peut déduire ? Donc, il est connexe, et puis il est de diamètre... Toutes les composantes... Enfin, il est connexe avec proba 1,5, et il a... Toutes ses composantes sont de diamètre 2. Et une autre chose, c'est que si je regarde le nombre d'arêtes, en moyenne, bon, ce qui se passe, c'est que potentiellement, donc j'ai 2 par millième d'arêtes, donc n carré sur 2. Enfin, n-1 sur 2. OK, mais en fait, il y a le même argument de symétrie, c'est que par linéarité de l'espérance, si je veux compter le nombre moyen d'arêtes, donc je dois faire la somme sur i et j de la proba que i soit relié à j. Mais en fait, la proba que i soit relié à j, si on fait ce petit dessin si vous faites ce petit dessin dans votre tête, vous voyez que ça veut dire que le plus proche ancêtre commun entre mes deux points i et j, c'est un plus. Et ça, pareil, argument de symétrie, ça arrive avec proba 1,5, 1,5. Donc tout est très dépendant, mais si je regarde que l'espérance, en moyenne, il me reste une arête sur 2. D'accord ? Donc ça, c'est n carré sur 4. Donc ce n'est pas le graphe complet, il n'y a que la moitié d'arêtes en moyenne. Okay, mais il y a toujours ce truc qu'on craint quand on est probabiliste, c'est que l'objet limite, il est quand même trivial. D'accord ? A priori, on se dit, OK, il va y avoir des... Enfin, je ne sais pas l'intuition des autres co-auteurs, mais moi, clairement, je me disais, bon voilà, on est tombé sur un petit modèle, il va y avoir un phénomène de loi des grands nombres, et ça va être un objet très très simple à la limite. Et en fait, c'est pas le cas. Okay. Et donc, je vais essayer de vous raconter le théorème qu'on obtient. Et comment on fait pour l'obtenir. OK, donc le codage, c'est bon. Pas d'obstruction, pas d'objection. OK, donc j'ai mon graphe qui a quasiment... parmi toutes les arêtes potentielles, il en a 50% en moyenne. D'accord, il est très 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 dense. Le diamètre, c'est absolument pas intéressant, c'est 2. Enfin, c'est 2 pour chacune des composantes connexes. Le voisinage, ça n'a aucun sens. Soit mon voisinage à distance 2, c'est tout de suite toute ma composante connexe. D'accord ? Et on a donc j'évoquais des équations sur les séries génératrices. C'est très très facile d'avoir par exemple la loi du nombre de composantes connexes si jamais le graphe n'est pas connexe, c'est-à-dire le degré de la racine en fait. OK, mais qu'est-ce qui reste à calculer ? Qu'est-ce qui reste de non trivial éventuellement, en tout cas d'aléatoire ? Ça, il faut regarder du côté des sous-graphes de Cn. Alors là, il faut que je fasse attention à mes notations. Ouais, OK. OK, donc dans l'idée, j'ai n très très grand. Hein.
J'ai mon graphe très très dense. Et puis je vais regarder un petit graphe de taille fixée. Et je vais regarder est-ce qu'il est typique ou pas. Donc on fixe, par exemple, un tout petit graphe. Même pour des petites tailles, 2, 3, 4, c'est pas trivial. Donc imaginons, je fixe un petit graphe de taille 4. G, est-ce qu'il est typique dans CN? Ça veut dire quoi? On a envie de dire, OK, j'ai plein d'arêtes, mais maintenant, si je tire 4 sommets au hasard, disons uniformément, je vais avoir un tout petit sous-graphe avec 4 sommets. À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est plus typiquement, est-ce que ça va être typiquement plus le graphe complet avec toutes les arêtes ou plutôt celui-là? Donc ce que je veux regarder, c'est la variable aléatoire qu'on va noter donc dans la densité de G dans Cn. Ça va être quoi? Donc je vais prendre, donc imaginons, je vais noter K, c'est la taille de G, donc ici c'est 4. Ici. Je vais tirer, donc 4 sommets, alors bon, pour ne pas m'embêter, je vais les tirer uniformément au hasard, mais conditionnés à être distincts. D'accord? Donc je vais tirer des sommets aléatoires, V1, VK. Donc c'est des sommets aléatoires distincts uniformes, sommets uniformes distincts. Dans mon ensemble de sommets, là, V1 jusqu'à Vn. Et ce que je vais appeler la densité de G dans Cn, bah, ça va être la proba que mes K sommets induisent exactement mon petit graphe G. D'accord? Donc c'est avec la proba que V1 jusqu'à Vk induisent G dans Cn. Je vous fais un dessin tout de suite. Donc j'ai mon gros graphe. Et donc ici, par exemple, non, il n'y a pas d'exemple, voilà, hop. Si je tire V2, V1, V3, V4, hop, ça veut dire quoi? Que ça induit G, bah, c'est-à-dire que si je regarde juste les sommets, mes K sommets et les relations d'adjacence juste restreinte à ces K sommets, ça me donne exactement mon graphe. Donc là, c'est le cas. OK. D'accord, donc une autre façon de faire, une autre façon de le définir, bah, c'est juste de dire c'est le nombre de copies de mon graphe G, donc le nombre de sous-graphes de taille K qui sont isomorphes à G, divisé par K parmi n, parce que j'ai tiré un K uplet parmi mes n sommets. OK? Donc ça, c'est un nombre qui est indexé, si vous voulez. Alors c'est une variable aléatoire, parce que ça dépend de Cn. Et puis c'est un nombre aléatoire qui est indexé par tous mes petits graphes G. OK? Donc par exemple, je vous disais, on peut faire ça pour des tout petits graphes. Même pour le cas d'une arête, bah c'est pas trivial, quoi. Hein, donc la densité du graphe, tout petit graphe, juste une arête dans Cn, bah, c'est le nombre d'arêtes sur le nombre maximal, donc 2 parmi n. OK? Et en fait, ça, c'est exactement la bonne quantité qu'il faut regarder quand on va parler de limite aléatoire de graphe dense ou tout simplement de graphe dense, même pas aléatoire. En fait, l'idée, enfin disons le cadre de travail qu'ont choisi Lovács et Szegedy, c'est de dire que de mettre une topologie sur des choses donc qu'ils ont appelées graphons, qui sont un peu des graphes continus, donc indexés par un intervalle 0,1 plutôt que par un ensemble fini.
Si j'ai le temps, je vais expliquer formellement ce que ça veut dire. Mais donc l'idée surtout, c'était que la convergence pour cette topologie soit vraiment la convergence de ces trucs, de ces densités pour tous les graphes petit g. D'accord? Donc c'est une façon, donc c'est une convergence qui a du sens combinatoirement. On regarde les sous-graphes typiques. Ce qui est un petit peu difficile, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire à la limite, à quoi ressemble l'objet limite. Ok, bah du coup je peux énoncer le théorème. Alors là j'ai besoin de... Ah, c'est un peu malheureux. Ouais, non, je pense que c'est bon. J'ai la place. Alors, théorème, nous 6, en 2020, je crois. Alors, bon, les aléas de la recherche, il faut qu'on a été doublé de 15 jours par quelqu'un qui s'appelle Bénédicte Schuffler, aussi en 2020. Mais bon, la méthode est un peu différente et les conséquences sont un peu différentes. C'est que, donc avec des mots, Cn, mon cographe aléatoire uniforme, il converge en tant que graphon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc Cn, j'ai pas besoin de le remettre, hein, c'est un cographe aléatoire. Allez hop. Cn, cographe aléatoire uniforme. De taille n, à n sommet. Alors, ce qu'on peut prouver, c'est que pour tout graphe fini G, petit g, il existe, ce truc-là converge en loi, donc il existe une variable aléatoire. Maintenant, ça, c'est un nombre réel. Hein. Donc, une fois que j'ai fixé G, la convergence, elle est vraiment très simple à énoncer. Donc, il existe une variable aléatoire, lambda G, une variable aléatoire. Alors, elle appartient à 0,1, parce que je suis parti d'une proba, telle que la densité de G, du petit g, dans Cn converge en loi vers ce lambda G. Donc ça, c'est quand même assez fort comme convergence, parce que ça veut dire que, ok, imaginons, ça va venir tout de suite, imaginons que je sache dire que lambda G est strictement positif. Ça veut dire que pour ces G-là, le nombre de copies de G dans Cn, c'est une variable aléatoire, non triviale, pas égale à 0, fois k parmi n, qui est la valeur maximale, parce que le nombre de copies de G dans un graphe de taille n, c'est au maximum k parmi n. D'accord? Donc ça veut dire que tant que lambda G est non nul, des copies de G, vous en avez autant que possible. Au premier ordre, vous avez une variable aléatoire fois le nombre maximum. OK? Hein, donc, moralement, hein, le nombre de copies de G, c'est, du coup, c'est lambda G fois k parmi n. D'accord? Si k est fixé, n est grand, ça, c'est n puissance k sur factoriel k. D'accord? Ça, c'est vrai. Alors, évidemment, c'est vrai tant que ça, c'est pas égal à 0. Mais en fait, on sait quand lambda G égale 0. De plus. Alors, si G, c'est pas un cographe. C'est pas un graphe qui est codable avec ses unions et ses joins. Vous ne pouvez pas le trouver comme sous-graphe d'un cographe. C'est stable par restriction, le fait d'être un cographe. Donc, si G, c'est pas un cographe, c'était pas la peine de faire tout ça. Densité de G dans Cn, c'est identiquement égal à 0. Donc, lambda G vaut 0. Mais dans tous les autres cas, donc tous les graphes qui sont bien des cographes, ils apparaissent à l'intérieur d'un cographe. Sinon, lambda G, il est strictement positif. Okay, donc j'ai vraiment cette heuristique là. Et en plus, ma crainte en tant que probabiliste qui était que tout soit trivial, alors, pardon, dans cette salle je ne devrais pas dire ça, mais moi ce que je dis trivial c'est ce qui est déterministe. Mais
Donc ma crainte, c'est qu'au premier ordre, tout soit déterministe et qu'on ait un objet pas aléatoire à la fin. En fait, elle disparaît parce que les lambda G sont vraiment aléatoires, dans le sens, par exemple, que la variance, elle est strictement positive. D'accord? Donc, pour tous les G qui sont bien d'échographes, ils apparaissent, le maximum qu'ils peuvent apparaître, c'est-à-dire n puissance k sur factoriel k, fois une constante, et cette constante, elle est vraiment aléatoire. Donc, au premier ordre, mes graphes, ils apparaissent un nombre de fois aléatoire fois le max, quoi. OK? Et donc ça, c'est exactement ce qu'on appelle la convergence en tant que graphon, et je vais finir enfin par la définir dans la dernière partie. OK, mais est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire comme théorème limite? D'accord? Donc on arrive à caractériser le nombre de copies de n'importe quel graphe de taille fixée dans un grand cographe aléatoire. OK, et à nouveau, on a des bonnes raisons de penser, et puis on a fait un peu du chemin depuis que ça va bien au-delà de l'échographe et qu'il y a d'autres familles, naturelles pour lesquelles c'est vrai. Bon, mais enfin, maintenant, à quoi ressemblent ces lambda G, quoi? D'accord? Parce que ça peut ne pas être constructif du tout. Alors, je vais vous expliquer. Donc, en plus, on a une construction presque explicite de lambda G. Alors c'est un peu pénible à écrire, donc je vais le faire que dans le cas le plus simple, qui est le graphe réduit à une arête. Okay? Donc autrement dit, je prends un cographe aléatoire uniforme et je regarde le nombre d'arêtes dedans. Je sais qu'en moyenne c'est n carré sur 4, je fais le raisonnement tout à l'heure. Maintenant je sais, enfin si ce théorème est vrai, que c'est donc une variable aléatoire fois n carré sur 4, et à quoi elle ressemble. Okay? Alors, bon, c'est une variable aléatoire, et elle va être construite comme une proba conditionnelle. Alors, si vous avez déjà subi des exposés de convergence, d'arbres aléatoires vers des arbres browniens, de cartes aléatoires vers des cartes browniennes, de choses comme ça, vous supputez peut-être que voilà, il y a des grands arbres derrière, et donc ce qu'on espère faire, une façon de faire des preuves, c'est de faire converger dans un certain sens ces arbres vers des arbres browniens. Et en fait, c'est ce qu'on fait. OK ? Et donc ces arbres browniens, ils sont codés par des excursions browniennes. Donc je vais essayer d'introduire tout ça avec le minimum de vocabulaire. Donc ma variable aléatoire, c'est une proba conditionnelle, donc conditionnée par rapport à une excursion. Donc E, c'est une excursion brownienne renormalisée. OK, donc c'est un truc comme ça. Donc c'est un mouvement brownien conditionné à être positif et à revenir en 0 à l'instant 1. Ça, c'est mon E. Pardon. Et puis, je tire au sort aussi un autre objet qui est un peu pénible, qui est une suite de Bernoulli. Bon, ça va. Mais indexé, donc des variables aléatoires qui prennent deux valeurs, mais alors indexé par les minima locaux de mon excursion. D'accord ? Et il y en a beaucoup. D'accord ? Les BM, c'est des variables aléatoires ID uniformes. Et elles prennent deux valeurs, ça va être mes décorations. Donc moralement, j'ai mon arbre fractal continu brownien. Je suis parti d'un arbre qui était décoré avec des unions et des joins. Cet arbre, il va être décoré avec des unions et des joins. Uniforme dans plus et union. OK, donc sur tous mes minima locaux, je tire un plus ou un union avec proba 1,5. D'accord ? Donc mettons que j'ai un plus là. Là, j'ai un plus aussi. Là, j'ai un union. OK ? Bon, il faut faire gaffe parce qu'évidemment, des minima locaux de l'excursion brownienne, il y en a partout. Mais enfin, bon, ils sont dénombrables, donc ça a un sens. OK ? Il faut faire ça de façon un peu mesurable parce que, on va pouvoir calculer un truc pareil, quoi.
Ok, donc je ne vous ai toujours pas défini quel était l'événement. Bah, l'événement maintenant, c'est que, indépendamment de tout ça, je prends deux uniformes sur l'intervalle 0,1, indépendantes entre elles et puis indépendantes de tout le monde, là. Et mon événement, alors eh ben, je ne sais pas, j'en ai une qui tombe là, U2, j'en ai une qui tombe là. Mon événement, c'est que... Ah oui, j'ai plus de place pour l'écrire, mon événement. Alors, avec des dessins, c'est que le minimum local, c'est un plus. D'accord? Donc, formellement, mon événement, c'est... Mon minimum local, c'est B, mais pris à l'argmin dans E de l'intervalle U1, U2, ce soit un plus. D'accord? C'est ce que je représentais avec ce dessin. Donc, c'est la donc lambda G... Pardon, c'est pas lambda G, excusez-moi, j'ai fait que dans le cas, dans le cas du graphe trivial. Lambda pour le graphe trivial une arête, c'est la proba que je tire deux uniformes, l'argmin il soit décoré par un plus. Ok. Donc ça, maintenant, si je reprends, bah, c'est aléatoire, hein, parce que ça dépend de mon tirage, de mon excursion et de mes décorations. Si ma réalisation elle est comme ça, bah là j'ai quand même plein de chances. Là, mon lambda, il va être proche de 1 parce que j'ai plein, vous voyez, j'ai un plus ici. Lui, il va capter plein d'uniformes, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est vraiment aléatoire. Ok, alors on a une construction un peu équivalente pour lambda G, pour G un peu plus compliqué. Bon. D'où ça vient? Bah, ça vient un peu peut-être j'aurais dû faire un petit dessin tout à l'heure, c'est que si je reviens à mon codage d'un cographe par un arbre, je tire deux sommets, ça veut dire tirer deux feuilles dans mon arbre. Et bien, vous voyez, il y avait cette idée que je regardais le plus proche ancêtre commun et je regardais si c'était un plus, c'était un union ou un join. Bon, bah, là, je ne peux pas vous en convaincre maintenant, mais un arbre brownien, c'est un arbre qui est codé par une excursion et la généalogie, ce qui est l'analogue du plus proche ancêtre commun, c'est l'argmin, en fait, pour l'excursion brownienne. Voilà, bon. Ok, mais alors ça, du coup, c'est une construction qui nous dit que c'est vraiment aléatoire, et puis ça devient pénible à écrire pour d'autres graphes, mais enfin, on a quelque chose de similaire. Donc cette fois-ci, pour des graphes de taille K, il faut que je tire K uniforme, et puis il faut que je regarde la généalogie, les argmines dans tous les sens, etc. Ok. Alors du coup, étonnamment, enfin je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, c'est pas une variable aléatoire qui avait été ni étudiée. Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu... faut être salement motivé hein, pour mettre des signes sur les minima locaux d'une excursion, puis conditionner, enfin bon. Mais voilà, enfin on est quand même tombé sur une variable aléatoire dans 0,1. Alors juste pour le cas du graphe à une arête, on s'est dit on a une variable aléatoire dans 0,1, elle est d'espérance 1,5. On a calculé, alors il y a des façons de calculer ces premiers moments, et ça coïncide avec aucun premier moment de variable aléatoire connu sur 0,1. Donc, bon, ok. Dont acte. Ok, bah, maintenant je vais raccrocher ça enfin au cadre de Lovács et Szégyedi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire converger en tant que graphon et pourquoi est-ce que ce que j'ai énoncé, c'est la convergence en tant que graphon. Donc, disons partie 3, je pense. Ouais. Reformulation. Dans le vocabulaire des graphons. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais juste reformuler ça dans un cadre peut-être plus épuré, plus abstrait. Alors, j'ai besoin d'une petite définition. Alors, ce que je vais appeler... Non, bah, je vais appeler graphon directement. Ouais, bon, définition. Donc, moralement, un graphon, ce serait une matrice d'adjacence, okay, mais pas de taille n d'un graphe n, mais indexé par l'intervalle 0,1, où les sommets sont indexés par l'intervalle 0,1. Okay, une matrice d'adjacence, c'est une fonction, c'est une matrice à coefficient 0,1. Donc là, ça va être juste une fonction sur le carré, définie sur le carré unité, à valeur dans 0,1. Okay, donc un graphon, W, c'est une fonction
symétrique. D'accord? Parce que moralement, mes graphes, les arêtes n'ont pas de sens. Donc ma matrice d'adjacence, elle est symétrique. Elles n'ont pas de direction, pardon. Ma matrice, elle est symétrique. Donc ce qui va jouer le rôle de matrice d'adjacence continue, c'est une fonction symétrique. Donc du carré unité. Alors, pour que ce soit agréable, en fait, à la limite, on ne se retrouve pas dans l'ensemble 0,1, mais dans l'intervalle 0,1. Ok, donc c'est un peu plus... voilà, on a une matrice d'adjacence, mais où mes coefficients sont dans l'intervalle 0,1 au lieu de prendre les valeurs 0,1. Alors, sauf que ça n'a plus trop de sens. Vous voyez, votre matrice, votre graphe, il est codé par une matrice parce que vos sommets, ils sont identifiés de 1 à n. Mais là, on parle de limite, il n'y a plus vraiment de sens à étiqueter à chaque fois vos graphes de 1 à n. Donc, il faut regarder vos matrices d'adjacence à étiquetage près. Okay, donc, ce que j'aurais envie d'appeler une matrice d'adjacence, c'est une matrice d'adjacence à permutation des lignes et des colonnes près. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, oui. Ok, donc je vais faire pareil. Donc, je vais juste dire qu'on a identifié, ou l'on identifie, deux fonctions, W', s'il existe, si j'ai le droit de permuter les lignes et les colonnes, mais moi maintenant mes lignes et les colonnes, c'est mon intervalle 0,1. Donc j'ai une fonction phi de 0,1 dans 0,1, bijective, et qui préserve Lebesgue, et Lebesgue invariante. D'accord, dont la mesure image, c'est aussi la mesure de Lebesgue, Lebesgue invariante. Tel que W de phi, W de xy, pour tout xy, W de xy, c'est W prime de phi de x, phi de y. Ok, ça c'est un graphon. Donc c'est une fonction symétrique, où j'ai le droit où j'ai oublié l'étiquetage des points entre 0 et 1. Ok. D'accord. Et là, ce qui est remarquable, le très très gros, enfin le point de départ de la théorie, qui est vraiment un très très gros résultat, c'est que, et je vais m'arrêter là-dessus du coup, là, on peut faire de l'analyse avec. D'accord? Ça a du sens de parler de convergence au sens des graphons. Donc, théorème, et c'est plus une théorie qu'un théorème, disons. Donc, je disais, c'est Lovács, Szegedy. Je crois que c'est en 2006. Et puis, dans le cas aléatoire, ça a été étendu par Diaconis et Jansson en 2008. Donc, le gros du boulot, c'est qu'on peut mettre une distance sur les graphons. Donc, on peut munir les graphons d'une distance. Que maintenant on appelle delta indice carré. Je pense que c'est Lovács et Szegedy utilisaient déjà ça. Qui rendent l'ensemble des graphons compacts. Bon, ça, c'est la moindre des choses, parce qu'on part de fonctions dans 0,1 carré dans 0,1. Mais on a pris un quotient un peu bizarre. Ok, donc, bon. Mais c'est un espace compact, et ça, c'est ouf quand on fait des probas, ok, parce que vraiment une tannée, quand on fait théorème limite en proba, c'est de montrer la tension. Il n'y a pas de problème de tension, tout est tendu, puisque tout vit dans un truc compact. Tel que dire qu'une suite de graphes, donc Gn, ça c'est une suite de graphes, finie, quoi, de taille n, hein. Pardon, suite de graphes finie. Enfin, pas forcément de taille n, mais des vrais graphes au sens que vous connaissiez jusqu'à il y a une heure, quoi. Dire que Gn tend vers un certain W en loi pour cette topologie-là,
c'est exactement la même chose que dire que, donc ça c'est vraiment quelque chose de compliqué. L'objet limite est compliqué, c'est un quotient de... C'est pas très joli, d'accord? La distance, elle est pas facile à manipuler. Mais en fait, ça se revient à juste à avoir la convergence en loi. Pour tout petit g graphe fini, il existe un lambda g tel que la densité de g dans Gn converge en loi vers lambda j. Okay, la convergence en tant que graphon, c'est la convergence en loi de toutes ces densités de petits motifs, la densité de petits graphes. Ça, c'est vraiment remarquable, et au point que ça a l'air faux. Parce que, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de parler, normalement, quand on regarde des objets limites combinatoires discrets, qu'on veut les faire tendre vers des objets continus, donc il y a la tension à démontrer, donc ça c'est bon, c'est évacué. Enfin, c'est un gros boulot de Lovács et Szegedy de montrer que c'est compact. Et puis après, il y a la convergence des finidimensionnels. Donc pour n'importe quel petit R, vous devez montrer la convergence jointe de, par exemple, si c'est une suite de processus de marche aléatoire vers le mouvement brownien, de la position de votre marche à l'instant I1, etc., jusqu'à IR, vers la même chose pour, disons, le mouvement brownien. Ici, il n'y a même plus de convergence jointe. C'est pour un seul graphe. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement contraint, ces objets-là, que quand vous avez la convergence pour tous les petits g, vous avez aussi la convergence jointe pour toute famille finie de petits g. D'accord? Donc c'est ça qu'il y a un peu de magie là-dedans. Mais sinon, ça veut dire que cette topologie, c'est marginal finidimensionnel, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit cet objet-là, parce que d'un point de vue combinatoire, oublions les probas, on a des grands graphes. Ce qui nous intéresse, c'est de compter le nombre de petits sous-graphes isomorphes à un petit g donné. D'accord? Okay. Donc là c'est un petit peu ingrat. Là, c'est vraiment 95% Lovács et Szegedy, puis la couche, il est très beau leur papier, mais pour ce théorème, il y a une toute petite partie qui est de faire la partie adaptée au contexte aléatoire. Hein. C'est vraiment un théorème qu'on pourra attribuer à Lovács et Szegedy. Okay. Donc le théorème que j'ai énoncé sur ce tableau-là, je crois, tout à l'heure, dans mon cadre un peu étroit là, de cographes, ça veut dire, ok, mes cographes aléatoires uniformes, ils convergent en tant que graphons vers un graphon, donc un graphe continu. Oui, alors ce que je ne dis pas, c'est que si on a ça, il existe un W tel que j'ai le terme de gauche. C'est aussi un théorème d'existence. Donc, ce qu'on a, c'est un théorème. Donc, on a toutes ces finidimensionnels, tout ce nombre de copies qui convergent. C'était quand même un peu inespéré, parce qu'au départ, on se disait, bon, on va regarder le nombre d'arêtes, le nombre de triangles. Voilà, en fait, on a la convergence pour tous les graphes finis. Ça dit qu'il existe un objet limite à la fin. On sait qu'il a des liens avec l'excursion brownienne, avec ce qu'on appelle l'arbre brownien d'Aldous, qui est un arbre codé par l'excursion brownienne. Le lien, à quoi ressemble cet objet, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'on peut simuler la matrice d'adjacence d'un cographe aléatoire, et puis on a l'impression que c'est ce serait un petit peu à quoi ressemble cette fonction W. Mais enfin, c'est quand même un objet qui est difficile à appréhender, parce que vous voyez, il y a ce quotient. Donc voilà, des propriétés d'autosimilarité qu'on a sur l'arbre brownien d'Aldous existent aussi pour ce graphon brownien, mais elles sont vraiment de toute façon difficiles à exploiter, même difficiles à écrire. Voilà. OK. Et ben moi, est-ce que c'est tout ce que je voulais raconter? Oui. Oui. Voilà. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous.